Très bien. Alors, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je me présente, Tania Sabah. Je suis titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance, professeure à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Et j'ai la chance de diriger au sein du portail de connaissances sur les femmes en entrepreneuriat, la partie, donc l'observatoire qui est du Québec et des communautés francophones du Canada. Je vais tout à l'heure avoir le temps de vous présenter le PCFE. Mais tout de suite, puis avant de commencer, c'est important rendez-vous pour présenter l'état de l'entrepreneuriat féminin 2025, qui en est à sa cinquième édition cette année. J'aimerais avant toute chose commencer par reconnaître que nous nous trouvons aujourd'hui en territoire autochtone qui n'a jamais été cédé par voie de traité. Je voudrais exprimer mon respect envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et du futur et reconnaître la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. Nous reconnaissons particulièrement aujourd'hui la contribution des premiers peuples au marché du travail ainsi qu'au développement économique et social. Permettez-moi tout d'abord donc de vous saluer toutes et tous, personnes ici présentes. D'abord et avant tout la ministre, Madame Élisabeth Brière, qui est ministre du Revenu national et des anciens combattants. J'aimerais saluer nos distingués panélistes qui commenteront l'état de l'entrepreneuriat féminin, les représentants du gouvernement fédéral du Québec et de l'Ontario qui sont parmi nous, les représentants et chefs d'organismes de soutien à l'entrepreneuriat des femmes, les entrepreneurs et vous toutes et tous, chers participants. J'aimerais tout de suite laisser la parole à Madame Ruth Vachon, chef de la direction du Réseau des femmes d'affaires du Québec, partenaire du portail et membre de son comité aviseur pour présenter l'honorable Élisabeth Brière. À toi. Merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup. Ce midi, nous sommes vraiment contents. D'abord, merci à tout le monde d'être là et on a le plaisir et l'honneur de recevoir l'honorable Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke, nouvellement nommée ministre du Revenu national. Alors, la ministre Brière a été élue pour la première fois comme députée de Sherbrooke en 2019, puis réélue en 2021. Précédemment, elle a occupé diverses fonctions de secrétaire parlementaire. Elle est notaire de formation et a pratiqué pendant près de 30 ans, notamment comme associée d'un grand cabinet de Sherbrooke. Sa pratique se concentrait sur le droit de la personne, l'immobilier, la médiation. Elle a également été chargée de cours à l'Université de Sherbrooke dans le domaine du notariat. Active et engagée dans sa communauté, Elisabeth Brière a multiplié les implications au sein de nombreux organismes de sa région. De plus, sa connaissance du milieu des affaires lui donne les outils requis pour soutenir les entrepreneurs et orienter les startups pour qu'elles prennent leur place dans l'économie locale. Ses fonctions de secrétaire parlementaire lui ont entre autres donné l'opportunité de mettre en place des mesures pour aider tous les Canadiennes et les Canadiens, dont la ligne 988 dédiée à la prévention du suicide. Élisabeth Brière est titulaire d'un baccalauréat en droit, d'un diplôme en droit notarial et d'un certificat en administration des affaires. Résidente de Sherbrooke depuis 1987, elle vit dans cette communauté avec son époux et ses trois fils. Bienvenue, Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame Vachon, et c'est un réel plaisir de me joindre à vous en ce début d'après-midi pour le lancement du rapport, pour lequel d'ailleurs je vous félicite. C'est le rapport L'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada 2025, résultats préliminaires, un rapport qui a été réalisé par le portail des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, qui fait partie de la stratégie de l'entrepreneuriat féminin soutenue par notre gouvernement, par ICED. Et ça met nettement en lumière l'impact de cette stratégie que notre gouvernement a lancée en 2018. Le rapport que vous allez présenter dans les prochaines minutes confirme la progression constante des entreprises détenues par les femmes et leur rôle essentiel dans l'économie canadienne.
Les entreprises représentent près de 20 du secteur privé. Les entreprises détenues par les femmes représentent 20 des entreprises du secteur privé et emploient près d'1 million de personnes. Elles affichent également un dynamisme remarquable en matière d'innovation, d'exportation et d'adoption de pratiques durables. Malgré les défis qui sont liés aux tensions commerciales et aux transformations économiques, les entrepreneurs canadiennes maintiennent et augmentent leurs revenus, renforcent leur présence dans des secteurs traditionnellement masculins et exploitent de nouvelles opportunités de marché grâce à la diversité. Ces constats démontrent l'impact positif de la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat mise en place par notre gouvernement, qui a permis d'accroître le soutien aux entrepreneurs et maximiser leur contribution à la résilience économique du Canada. En consolidant cette approche plus équitable et inclusive, le pays renforce sa compétitivité et son positionnement en tant que leader en innovation et en développement durable. Dans le contexte actuel que nous vivons avec nos voisins américains, c'est encore plus important d'assurer la compétitivité économique du Canada et des résultats comme ceux-ci nous montrent que les actions que nous prenons sont concluantes. Maintenant, j'aimerais aussi vous rappeler ou vous réitérer l'engagement du gouvernement à avoir des femmes engagées, des femmes présentes autour de la table des ministres. On entend un peu, suite à la constitution du cabinet qui va être en place pour la prochaine campagne électorale, le fait qu'il n'y a pas de ministre qui porte le chapeau spécifiquement de ministre pour les femmes. J'aimerais vous rappeler d'abord que le ministère existe toujours. On ne peut pas enlever un ministère d'un coup de crayon. Et le portefeuille a été séparé sous deux ministères, deux portfolios différents, soit celui du ministre Guilbeault et du ministre McKinnon. Mais c'est toujours au cœur de nos priorités, de mes priorités, de mettre la place des femmes au premier plan. Et je vous rappellerai que ce cabinet transitoire est un cabinet tout à fait paritaire. Puis suite à la prochaine élection, qui devrait arriver sous peu, et alors le gouvernement mettra en place un nouveau cabinet où la place des femmes sera effectivement au premier plan. Je sors à l'instant d'une conférence donnée par Madame Monique F. Leroux, une femme extraordinaire avec une éloquence remarquable, qui nous disait comment l'apport des femmes est important justement dans le milieu de l'entrepreneuriat et elle soulignait l'importance des 4 A. Elle nous disait, ça prend de l'ambition, ça prend de l'audace et ça prend de l'action, particulièrement, comme je le soulignais, dans le contexte actuel des relations plutôt tendues avec notre voisin américain. Alors, en terminant, je peux vous confirmer que notre gouvernement réaffirme son engagement à soutenir la pleine participation des femmes dans toutes les sphères de l'économie en investissant dans leur leadership, leur innovation et leur accès aux opportunités. On renforce la compétitivité du Canada et on bâtit une croissance plus durable pour tous et pour toutes. Et ça, ce sont des vraies valeurs libérales. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour le rapport et surtout bonne continuation. Madame la ministre, un grand merci d'avoir été parmi nous, malgré un agenda, je suis sûre, plus que surchargé. Un grand merci de ma part, de la part des organisateurs, de tous les membres du portail, puis bien entendu de toutes les personnes présentes ici. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous et meilleur des succès. Merci. Voilà, dans les minutes qui suivent, j'aurai le grand plaisir de présenter les résultats, ces résultats sommaires qui sortent de l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada. Cela devrait prendre un maximum d'une vingtaine de minutes, malgré quand même la richesse des résultats, puis la richesse des données qui ont été quand même analysées. La présentation de l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada sera suivie donc d'un panel que j'aurai également le grand plaisir donc d'animer.
Je vais tout de suite partager avec vous donc la présentation. Voilà, et donc je suppose que tout doit bien aller. Donc, de quoi est-ce qu'il va s'agir dans ces prochaines minutes? Donc, de présenter la stratégie des femmes en entrepreneuriat en bref, un contexte qui est en mutation, et je pense que c'est juste un gentil mot d'utiliser le mot mutation versus ce qui est en train de se passer autour de nous aujourd'hui. Je présenterai ensuite les principales constatations donc pour 2025. Nous mettons l'emphase sur l'impact des femmes entrepreneurs, ce qui fonctionne et pourquoi il faut garder cette approche dynamique. Je rappelle que ce rapport de l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin est porté par le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, le Women Entrepreneurship Knowledge Hub, qu'il est sous le parapluie donc du Diversity Institute qui relève de la Toronto Metropolitan University sous la direction académique de la professeure Wendy Secure et de, bien entendu, toute une équipe aujourd'hui chevronnée qui mène donc ces analyses. Le Diversity Institute s'attache donc au développement de toutes les dynamiques problématiques qui, évidemment, se préoccupent de la question de la diversité des femmes, mais de la diversité donc de la population en général, surtout économique et sur le marché du travail. Et je suis vraiment ravie, bien entendu, d'en faire partie. La stratégie pour les femmes en entrepreneuriat s'est déclinée, comme vous le savez. Elle a maintenant un peu plus de 7 ans et s'est déclinée en plusieurs volets. Un volet qui s'est attaché à financer donc les femmes dans le secteur du capital risque, où il y a eu quand même des engagements intéressants. Le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, donc que je représente ici, qui a 10 centres régionaux, dont celui donc du Québec et des communautés francophones du Canada, et qui constitue donc un réseau de recherche important pour signaler justement des données probantes pour aider les organismes et les partenaires à se mettre dans un réseau. Donc, nous n'offrons pas de services directs aux entrepreneurs, mais plus aux organismes de soutien. Et nous avons, parmi les grandes activités qui ont été faites, c'est ce qu'on appelle la See It, Be It campaign, s'inspirer pour se réaliser. Donc, toute une campagne qui a voulu mettre de l'avant toutes les réalisations qui sont faites par des femmes entrepreneurs pour mettre la lumière sur ce qui est en train de se faire, puis tout l'avancement qui se fait dans ce domaine. À l'intérieur de la stratégie, vous avez des fonds qui ont été directement alloués à des femmes en entrepreneuriat. Et également, vous avez le fonds pour l'écosystème à partir duquel plusieurs organismes de soutien, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont tout à l'heure prendre la parole lors des panels, donc qui ont reçu de ces fonds-là et qui ont eu comme objectif de renforcer la capacité des femmes, de renforcer donc les financements, l'accompagnement, l'approvisionnement pour, encore une fois, travailler de manière beaucoup plus intégrée pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous sommes clairement dans un contexte en grande mutation, en grande perturbation, je vous dirais. Les PME sont le moteur de l'économie canadienne. Je vous rappelle qu'elles représentent plus de 99,8% des entreprises du pays. Aux États-Unis, c'est 56% du PIB qui est dominé beaucoup plus par les grandes sociétés. Donc, quand il y a guerre commerciale et autres, nous ne nous battons pas vraiment si vous voulez, à équivalence. Les PME sont au cœur des enjeux d'innovation, au cœur de l'emploi. On voit évidemment une percée, mais on voit aussi que les efforts sont encore lents. Changement démographique, on vit dans la même démographie, une population qui est plus vieillissante, mais également ce sont des jeunes qui comptent pour le tiers, presque des entreprises ou des propriétaires d'entreprises, donc qui ont besoin encore une fois d'aide, et les femmes à 17,8% des PME et des autochtones. Ce sommaire exécutif est déjà, donc je vais aller certainement un peu plus rapidement sur certains chiffres, c'est parce que vous allez disposer non seulement du sommaire exécutif, puis dans quelques jours du rapport dans son ensemble. L'écosystème est dans un grand défi.
Aujourd'hui, nous sommes je ne vous apprends rien en vous disant qu'on est dans des transformations technologiques importantes, crise de logement, mais que les relations Canada-États-Unis commencent à nous peser un peu, non seulement dans la limitation du commerce, l'accès au marché, les menaces dans les droits de douane, mais également dans le recul sur la question de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, qui donne quand même un discours assez dissonant dans un contexte démographique qui est bien entendu en pleine évolution sur des questions de diversité. On est aussi dans une transition climatique qui est importante et on est aussi dans un contexte qui était inflationniste, puis on pensait qu'on allait passer ce cap et évidemment, on nous remet les choses un peu devant nous. Très important de mentionner que la BDC en 2025, donc à peine depuis très récemment, a sondé des femmes pour comprendre un peu la situation. 64% d'entre elles ont affirmé que les droits de douane allaient avoir des effets négatifs sur leurs entreprises, mais aussi on voit une résilience exceptionnelle où 77 des femmes entrepreneurs disent vouloir avoir déjà trouvé ou trouver sous peu des solutions pour limiter ces effets. Et donc, comme vous voyez, il faut continuer, encore une fois, d'investir, il faut continuer les efforts, appliquer l'optique de genre, mais surtout pour mieux comprendre les dynamiques sectorielles qui sont en train de se poser. Il y a toujours une plus grande difficulté pour les femmes qui ont moins de 2% du capital risque à accéder au capital risque, renforcer les chaînes d'approvisionnement, exploiter les autres accords et tiens, pourquoi ne pas tirer parti des diasporas, puisque l'immigration est évidemment grande au Canada et au Québec et donc pourquoi ne pas aussi en même temps redoubler les efforts sur des questions de durabilité et d'autosuffisance, notamment à travers le marché local. On est en pleine perturbation au niveau de la technologie, au niveau de l'intelligence artificielle alors que le Canada est chef de file avec des travaux de lauréats de prix Nobel comme Jeffrey Hinton ou Joshua Bengio, eh bien, nous restons quand même un retard dans les investissements en matière d'adoption de l'intelligence artificielle. Et si on se compare, 35% des entreprises canadiennes contre près de 72% aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle est utilisée beaucoup pour de la création de valeur. C'est vrai qu'elle a ses risques, mais qu'il est névralgique aujourd'hui de voir comment est-ce qu'elle peut élargir les capacités, renforcer les expériences clients, améliorer les analyses. Et donc, cet écart entre les genres en matière d'intelligence artificielle est quand même à noter et il faut voir que les femmes arrivent à utiliser moins les programmes donc de développement en intelligence artificielle que les hommes et il y a certainement des choses à faire de ce côté. Dans les principaux constats que l'on peut faire pour 2025, il y a une stabilité de l'entrepreneuriat féminin. On croit, l'entrepreneuriat est en train, le taux d'entrepreneuriat est en train de croître, mais encore une fois, très lentement, 15,6 à 16,8 à 17,8 en 2023. Ça, c'est pour la proportion des PME. Les entreprises en général sont rendues à 18,4%. Il faut encore noter que l'emploi autonome est largement utilisé chez les femmes, donc il ne passe pas à ce stade entrepreneurial. Le financement est encore moins élevé pour les femmes que celui pour les hommes et les femmes vont chercher beaucoup leur financement dans des subventions ou dans des fonds gouvernementaux, d'où encore une fois leur grande importance. Très important aussi de noter que parmi les propriétaires majoritaires des PME, le Diversity Institute nous envoie un petit clin d'œil où ils ont mis les hommes en rose finalement. On peut constater une baisse chez les hommes. Par contre, on voit quand même une hausse chez les femmes qui détiennent majoritairement donc des entreprises ou dans les entreprises qui sont détenues à part égale entre les hommes et les femmes. On constate également que les entreprises qui sont majoritairement détenues par des femmes ont connu une croissance constante parmi les petites entreprises, notamment celles qui comptent entre 1
et 4 employés, ce qui suggère une augmentation des activités entrepreneuriales. Par contre, ça laisse présager une plus grande difficulté à croître, à être dans des entreprises quand même de plus grande taille. Et donc, ça laisse encore une fois voir certaines barrières à cette croissance qui pourrait justement, bien entendu, accroître l'impact et les retombées des entreprises qui sont majoritairement donc détenues par les femmes. Une bonne nouvelle, c'est de voir que la répartition sectorielle des PME détenues majoritairement par des femmes entre 2017 et 2023 a évolué dans des secteurs un peu plus inattendus: l'agriculture, foresterie, pêche et chasse, la construction, elle a presque doublé, le commerce de gros, le transport et l'entreposage, les services professionnels scientifiques et techniques sont parmi donc ces secteurs où les femmes sont en train de s'investir plus qu'elles ne le faisaient donc auparavant. Intéressant aussi de compter, de voir que les PME qui sont détenues majoritairement par des femmes continuent de progresser en matière d'exportation, 14,5% versus 15,3% pour les hommes en 2023. Elles se distinguent particulièrement dans l'exportation de services, restent moins présentes dans l'exportation de biens. Et par ailleurs, encore une fois, il faut faire attention à cela, elle semble être moins encline à explorer de nouveaux marchés. Et donc, encore une fois, est-ce que c'est faute d'aide? Est-ce que ce sont encore une fois des barrières qui se dressent davantage pour les femmes? Quant en matière d'innovation, il est fort important de constater que l'écart est très, très réduit entre les capacités innovatrices des entreprises qui sont menées par des femmes ou menées par des hommes, 26,8 contre 27%. La perspective d'inclusion est une perspective qui est payante en matière d'entrepreneuriat. On voit que les femmes font d'importantes percées. Alors, vous voyez chez les Autochtones, le nombre, comment le pourcentage a augmenté, passant jusqu'à 30,4%. Chez les personnes racisées, c'est tombé à 21,3%, mais pas chez les entrepreneurs des communautés noires, qui, j'ai mis le chiffre parce qu'on n'avait pas celui de 2017. Ça, c'est aussi une grande question, c'est toujours de pouvoir avoir les données. Puis aujourd'hui, Statistique Canada nous aide beaucoup avec allant chercher justement ces données qui sont désagrégées. Donc, personnes noires, 38,8% de PME détenues majoritairement par des femmes. Les personnes en situation de handicap, encore une fois, une belle percée, presque de 7%. Chez les personnes donc des communautés LGBT, la même chose, un pourcentage quand même intéressant au sein, n'est-ce pas, de la communauté. Et c'est comme ça que l'on explique un peu ce taux de 17,8%, donc vraiment une contribution de femmes, mais qui sont dotées d'une diversité de profils. Très important aussi de constater l'impact des femmes entrepreneurs en termes de retombées dans le PIB. Alors, vous avez que les 556 000 PME du secteur privé qui sont détenues majoritairement par des femmes ont dégagé plus de 90 milliards de dollars en termes de retombées et représentent presque 1 million d'emplois. Donc, encore une fois, une croissance économique, une capacité donc de contribuer à l'économie qui est tout à fait, qui est non seulement à souligner, mais tout à fait à continuer. Et on voit encore une fois cette percée dans des secteurs qu'on voyait moins. Important aussi de voir que les PME qui sont détenues majoritairement par des femmes continuent, n'est-ce pas, d'employer plus, donc sont plus une croissance en matière d'emploi et sont également dans une croissance en matière de chiffre d'affaires. Donc, leur nombre est moins élevé, il est vrai, mais encore une fois, leur impact est quand même important, ce qui est tout à fait à devoir prendre en considération dans le futur. En cherchant peut-être un peu plus, il est intéressant de voir que les femmes ont été quand même à la tête
de plusieurs licornes, donc des entreprises qui ont connu des croissances fulgurantes. Et aujourd'hui, le Canada, qui compte plus de 50 000 jeunes pousses, eh bien, elles ont levé à elles seules 7 milliards de dollars dans le cadre d'à peu près 660 transactions. Il faut aller les chercher, il faut aller vers justement ces entreprises et certainement les mettre de l'avant. Ça constitue des modèles pour des plus jeunes entrepreneurs qui aimeraient justement se lancer, puis montre l'importance de l'accès à du capital risque. Une comparaison internationale montre combien le Canada aussi se distingue par une vitalité de son écosystème entrepreneurial. Le Canada figure parmi les pays qui comptent plusieurs villes reconnues pour leurs jeunes pousses. Il se démarque par un cadre juridique qui favorise l'égalité des droits entre femmes et hommes entrepreneurs. Et aussi, l'entrepreneuriat féminin est dynamique avec quand même un taux de création d'entreprises qui est supérieur à la moyenne mondiale et donc une forte présence de femmes parmi les entreprises établies. Mais attention, il faut faire attention. Le graphique ici présente les taux d'activité entrepreneuriale en phase de démarrage par genre dans les économies du G6 et l'écart entre les hommes et les femmes est le plus grand de tous les autres pays du G6. Donc, c'est vrai que le 15,4% reste supérieur aux autres pays, mais comment expliquer cet écart entre les hommes et les femmes? Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a encore un potentiel qui est certainement énorme pour un développement de l'activité entrepreneuriale des femmes. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut maintenir le cap de soutien à l'entrepreneuriat des femmes? Parce que selon GEM Canada, on voit que les taux d'activité entrepreneuriale en phase de démarrage et de propriété d'entreprise révèlent quand même un écart de genre qui est préoccupant et que le Canada affiche le plus grand écart relatif donc de cette étude. Et il est aussi important de mentionner que cet écart atteint désormais son plus haut niveau depuis 2016 et souligne l'urgence de poursuivre et d'intensifier les mesures de soutien à l'entrepreneuriat féminin. Le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat a été chargé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada de mesurer puis d'évaluer l'impact donc des financements qui ont été octroyés, puis de voir aussi donc où après, auprès de 1000, à peu près 1000 répondants, ce qu'on a pu constater, c'est que ceux qui ont reçu 16% ont réussi à obtenir d'autres financements, donc ça a été quand même des leviers de financement. Ça a été des leviers pour de l'innovation, les 2 tiers, donc des organismes, des personnes qui ont pu recevoir du financement ont innové dans les produits, dans les services, dans les méthodes de travail, dans les modèles économiques et dans les pratiques de durabilité. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas juste mesurer l'innovation par le développement technologique, mais toute la capacité de diversifier donc les modes de travail. Et beaucoup se sont fixés aussi de nouveaux objectifs en matière de développement durable. Très important aussi la capacité de réseauter, la capacité d'investir de nouveaux secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, les services, la technologie et le commerce de détail. Qu'est-ce qui fonctionne dans les programmes? Beaucoup de programmes donc, ont reçu du financement. Nous aurons l'occasion d'en revenir sur certains tout à l'heure lors du panel. Mais il est clair que le soutien à l'entrepreneuriat de plus en plus commence à faire ses preuves à travers, encore une fois, les organismes de soutien, les organismes partenaires, que ce soit au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'approvisionnement, au niveau des formations et bien entendu au niveau des financements. Nous rappelons un peu que la démarche qui a été faite par le Women Entrepreneurship Knowledge Hub, donc le portail de connaissances pour la femme en entrepreneuriat, a été de regarder l'ensemble, donc de cartographier les parcours entrepreneuriaux et non pas de regarder juste sur des sections, donc d'aller de la réflexion, de passer un peu aussi sur des questions d'incubation et donc travailler un peu tout le capital, l'accès au financement jusqu'à l'approvisionnement.
Et donc, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le cadre de compétences entrepreneuriales est en train, évidemment, d'évoluer. Il faut l'étudier en termes de capacité et d'étapes d'avancement parce qu'encore une fois, il se peut qu'on investisse beaucoup sur les démarrages, mais encore faut-il aussi soutenir la croissance. Les secteurs, l'approche sectorielle est très importante et bien entendu, la question autour de l'inclusion et de l'intersectionnalité demeure importante pour comprendre les différences entre les différents profils. Notre approche reste à multiniveau. Évidemment, il faut voir qu'est-ce qui se fait du côté de la société, des institutions, des organisations, mais aussi des individus. Les besoins au niveau social demeurent quand même importants, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit la capacité à aider à diversifier les exportations, les approches sectorielles, comme je le disais tout à l'heure, la coordination des programmes et de ne pas agir en silo, de faire en sorte qu'il y ait comme le réseau du réseau pour pouvoir plus travailler ensemble et ne pas dupliquer un peu les efforts, puis certainement continuer des mesures d'éveil, puis des mesures de sensibilisation sur des questions de préjugés et de stéréotypes. Dans les stratégies organisationnelles, il faut regarder autant comment aider à la conception des besoins, les critères d'admissibilité, passer par le financement, revoir les critères, pourquoi encore il y a une grande différence entre les octrois des financements aux hommes et aux femmes, l'accès au marché, bien entendu, une appréciation un peu des incubateurs et accélérateurs de leur rôle, il en sera question tout à l'heure au panel, et les établissements d'enseignement de commencer le plus tôt possible en montrant justement la diversité de l'entrepreneuriat et son impact. Aujourd'hui, renforcer les compétences en intelligence artificielle à tous les niveaux va de soi. La numératie de l'intelligence artificielle, la littératie, excusez-moi, de l'intelligence artificielle est très importante. Encore une fois, vu cet écart que l'on a d'abord par rapport aux États-Unis, mais surtout entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, les capacités, il faut absolument les renforcer. En réflexion finale, donc je vous laisse avec ces quelques idées. Chaque quelque temps, il y a un retour de balancier. Ce n'est pas nouveau. En 91, le backlash était contre le féminisme, contre les droits des femmes. Est-ce qu'on a trop parlé de diversité au cours de ces dernières années, ce qui amène un peu c'est un peu ces freins que l'on est en train de ressentir aujourd'hui? Or, clairement, ça ne tiendra pas la route. Les investissements en faveur des femmes dégagent un bon rendement. Les données présentées aujourd'hui le montrent quand même très clairement. L'optique de genre, de diversité, elle est essentielle pour aller chercher les talents de toutes les personnes, les capacités organisationnelles qui sont présentes. Cette coordination puis l'alliance est très importante. Puis aussi, il faut se rappeler que nous sommes 51%, n'est-ce pas, de la population. Et donc, pour gagner une guerre, il faut mobiliser toutes les capacités et ne pas se battre juste avec la moitié de la population et ne serons jamais un 51e donc, État. Alors, je vous remercie de votre attention. Ceci termine la présentation donc de l'état de l'entrepreneuriat féminin. J'espère en ces quelques minutes avoir été assez claire. Encore une fois, les sommaires et la présentation, mais aussi le rapport donc seront disponibles et vous allez pouvoir les consulter puis les lire donc en prenant un peu plus votre temps. Je vais tout de suite donc arrêter de partager la présentation pour inviter donc les membres du panel à se joindre à moi. Je vous invite à mettre vos questions dans la partie questions et réponses. Je ne vous promets pas, le temps file bien entendu, mais on essaiera quand même de garder quelques minutes à la fin pour prendre quelques questions donc de votre part. Donc, s'il vous plaît, continuez à nous alimenter avec vos questions et vos réponses. Alors, je vais donc tout de suite inviter, s'il vous plaît, nos panélistes. Je commencerai par inviter Madame Ruth Vachon.
Donc, chef de la direction du réseau des femmes d'affaires du Québec, une femme de terrain, de vision. Elle a bien entendu occupé pendant longtemps la présidence, elle a été présidente directrice générale donc du réseau. Elle est d'un dynamisme remarquable, convainc de grandes entreprises et des multinationales à s'investir auprès des femmes entrepreneurs qu'elle mène en mission. Sa grande bataille, c'est l'accès au marché, donc pour les femmes, et je suis très contente de vous avoir eu. J'inviterai ensuite Madame Géraldine Martin, présidente directrice générale de Evol, leader donc d'un organisme spécialisé en finance, accompagnement dans 17 entreprises, 17 régions du Québec. Elle a été journaliste, rédactrice en chef du journal Les Affaires. Elle poursuit sa mission pour une société plus prospère, juste et équitable. Puis on aura certainement beaucoup à nous dire sur une expérience quand même très importante sur le financement durable et le financement, encore une fois, des entreprises qui sont menées par des femmes. J'aimerais maintenant inviter Madame Caroline Zamar, qui est directrice générale du MOFIF depuis 2019. Elle est activiste et en développement communautaire. Elle a reçu de nombreux prix et reconnaissances pour ses services rendus pour pousser la cause des femmes. Et donc, nous avons ici la voix des communautés francophones de l'Ontario et nous sommes très contents, très heureux de vous avoir, Caroline, parmi nous. Une autre personne qui nous vient de l'Ontario est Madame Caroline Samieux. En fait, elle est du Québec, mais travaille aussi pour les communautés ontariennes. Elle m'a corrigée hier. Elle cumule 20 années d'expérience en impact social au Canada et à l'international. Elle se dédie au développement économique, à l'entrepreneuriat social, l'inclusion sociale et le développement durable. Spécialiste du monde des incubateurs, je vais certainement lui poser quelques mots un peu là-dessus. Et évidemment, elle est au sein de Impact On. Elle guide les entrepreneurs sociaux vers l'innovation. Donc, encore une fois, un créneau très important pour nous. Et je termine par Dorothée Rowe, présidente directrice générale d'Audace au féminin. Dorothée Rowe, je pense, se passe de présentation. Il faut de l'humour aujourd'hui pour être entrepreneur dans un monde en pleine effervescence et en pleine mutation. Et voilà, c'est comme ça que Dorothée a commencé sa carrière comme la première femme noire humoriste francophone au Québec et au Canada. Et évidemment, pour continuer dans sa vie trépidante, elle a mené une équipe de femmes exceptionnelles et fonde avec elle un organisme à but non lucratif qui est Audace au féminin. Et on la connaît surtout avec le Salon international de la femme noire qu'elle mène depuis maintenant 2018. Et elle a su créer donc un mouvement inclusif et met en lumière des femmes afrodescendantes, évidemment, et elle dit, qui brillent dans l'ombre. Mesdames, bonjour. Mesdames, merci d'être là. Vous avez vu un peu la présentation des données. C'est sûr on voit l'évolution. On est content toujours de la mettre de l'avant. Quand même une stratégie sur laquelle on travaille et vous travaillez depuis longtemps dans le cadre de la stratégie des femmes en entrepreneuriat, ben, quand même presque 7 ans. Alors, j'aimerais commencer par vous demander comment est-ce que donc vous réagissez au rapport de l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin, présenter peut-être votre organisme et juste nous rappeler, nous dire comment est-ce que la stratégie a eu un impact sur vos organismes, sur les entrepreneurs aussi que vous soutenez. J'aimerais commencer par Géraldine, donc allez-y, Géraldine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour, merci Tania. Première réaction face au rapport, quand même très positif. Il y a des avancées, faut le souligner, et je pense qu'il faut consolider notre travail et poursuivre sur ces avancées-là. Mais on va avoir l'occasion d'y revenir.
J'ai la chance d'être présidente directrice générale d'Evol. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Evol, mais sûrement que vous connaissez Femmes et Sœurs. Femmes et Sœurs qui est née il y a 30 ans et qui s'est transformée en Evol en 2021, mais toujours au service des entrepreneurs à propriété féminine en majorité, je vous dirais. Mais on accompagne et on finance aussi toutes les clientèles sous-valorisées en entrepreneuriat. Donc, en plus des femmes, les personnes immigrantes, personnes racisées, membres de la communauté LGBTQ2+, les personnes en situation de handicap et les membres des Premières Nations et la nation Inuit. Euh, Concrètement, nous, la stratégie, ça a été extraordinaire. J'ai quelques chiffres à partager avec vous. On a eu la chance de se voir confier un 6 millions de dollars pour octroyer du financement aux femmes entrepreneurs. Et on sait que le financement, c'est l'un des principaux obstacles pour la croissance des projets entrepreneuriaux des femmes. Et on a noué un partenariat aussi avec Microcrédit Montréal et on s'est comme partagé l'octroi des prêts. Et au final, en fait, on a écoulé l'argent très rapidement. En fait, au-delà de nos attentes, ça a pris moins de 2 ans pour écouler en fait l'ensemble de ces fonds-là. Et on a réussi à soutenir 393 entreprises à propriété féminine. 393 donc en moins de 2 ans. Donc c'est assez phénoménal. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que donc on a déployé 6 millions de dollars, mais ça a permis au total des investissements totaux de près de 19 millions de dollars. Le fameux effet de levier dont on parle, là, c'est un effet de levier de 3. Donc, quand l'argent du gouvernement, on met une pièce, ben, on le multiplie par 3 finalement en attirant d'autres investissements. Donc, pour nous, c'est des résultats quand même très concrets. Et pourquoi c'est parti aussi vite cet argent-là, si on peut dire, c'est parce que ça répondait vraiment à un besoin crucial. Notamment, on sait que les petites entreprises, parce que c'est notre cible là, mais aussi les entreprises détenues par des femmes, sont des secteurs où les banquiers un peu plus traditionnels sont un petit peu plus frileux. Il y a un petit peu plus de risques. Donc nous, les organismes comme nous, qui sont subventionnés aussi par les 2 paliers de gouvernement, permettent en fait de financer et d'accompagner en fait ces petites entreprises-là qui sont dans des secteurs notamment pour les femmes très tournées vers le commerce de détail, par exemple vers l'hébergement, la restauration. On l'a vu dans les statistiques un petit peu plus tôt qu'a présenté Tania. Donc, ça nous permet d'être là où le financement traditionnel hésite en fait à aller pour des bonnes raisons aussi de leur côté. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, mais nous, on a un objectif à la fois économique et à la fois social. Donc, on est prêt à prendre la prise de risque finalement et faire en sorte que ces petites entreprises puissent faire leur petit bonhomme de chemin finalement, soit continuer à rester petites, parce que nous, on aime ça, les petites entreprises, hein, c'est fort, c'est bon pour la résilience, mais peuvent devenir aussi nos grandes entreprises de demain, on le sait pas. Donc, on travaille sur cette pépinière d'entreprises-là. Donc voilà, en quelques mots, Tania, l'impact, nous, sur notre organisation, ça a été assez fulgurant, je dirais ça comme ça. On va suivre évidemment toutes ces entreprises-là parce qu'on les accompagne. Ça va nous permettre de voir au cours des prochaines années qu'est-ce que ça a donné, mais ça répondait à un besoin vraiment très pressant, je vous dirais, dans des secteurs particuliers et sur une taille d'entreprise en fait très particulière. Merci Géraldine. Très important de mentionner cet effet de levier. Le financement sert justement comme levier, puis on peut aller plus loin. Et ensuite, ce n'est pas comme on finance puis on arrête, mais c'est vraiment toute cette dynamique qui s'instaure justement quand on a ce coup de pouce, n'est-ce pas, qui débute. Et on va certainement revenir aussi sur toute la question des notions de durabilité, parce qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup de cette idée tout à l'heure d'achat local, mais aussi d'exportation, puis de changer le partenaire. Or, on sait que du côté de l'Europe, sur les normes de divulgation, la question autour de la finance durable est très importante, puis au niveau de l'empreinte environnementale, des questions sociales, de gouvernance. Donc, certainement, vraiment, Evol tout à fait un peu dans cette continue, un peu de mousser, puis continuer justement de se battre sur ce front. Tout à fait, Tania, parce que je suis allée très rapidement sur Evol, mais chaque projet qu'on finance, en fait, doit répondre à l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, chacun de nos projets est tourné vers le développement durable. On va en reparler.
Certainement. Merci beaucoup, Géraldine, pour ce premier, pour avoir brisé la glace. Donc, Caroline, du côté, encore une fois, donc, de l'Ontario, comment vous voyez les choses, puis surtout dans les communautés francophones qui vivent évidemment une double minorité, encore une fois, du côté des femmes, une sous-représentation dans l'entrepreneuriat, mais aussi une minorité qui est quand même linguistique, et c'est important de le mentionner. Allez-y. Merci beaucoup, Tania. En tout cas, les chiffres que vous avez partagés sont intéressants. Sont, ça, je- on va parler, je suis sûre, de l'espoir que ces chiffres amènent pour l'entrepreneuriat féminin. Nous avons réussi de notre côté à soutenir plus de 1600 entrepreneurs, donc c'est formidable, en Ontario et au Québec à travers deux programmes. Donc, on a le programme Envol, Envol des entrepreneurs ontariennes noires, qui est une initiative du MOFIF conçue pour soutenir justement les femmes immigrantes francophones noires, qui sont une minorité dans une minorité. Il y a plus, la population noire francophone est plus importante au Québec qu'en Ontario. Donc, c'était très important pour elle d'avoir un programme spécifique qui répond à des besoins particuliers et offre des ressources essentielles. Donc, on a eu des formations, des ateliers, que ce soit sur la gestion financière, la création de plans d'affaires, l'accès aux marchés internationaux, le marketing numérique. Et ces formations étaient essentielles justement pour permettre aux entrepreneurs de renforcer leurs compétences et de mieux comprendre les exigences du marché canadien. Nous avons pu offrir un accompagnement personnalisé et des services conseils. euh, et par des professionnels expérimentés, ce qui a permis d'aider les entrepreneurs à surmonter justement les défis spécifiques liés à leur statut d'immigrante et à leur intégration économique. Des participants ont pu bénéficier de conseils stratégiques pour développer leur entreprise et accéder à des réseaux professionnels. Le réseautage était un élément important également de nos activités et ces événements de réseautage ont permis de connecter les entrepreneurs avec des investisseurs, des partenaires commerciaux et d'autres entrepreneurs. Ces événements ont permis de créer des opportunités de collaboration et de croissance. Tout à l'heure, comme l'a dit ma collègue, l'accès au financement, c'est vraiment un défi important. Donc, ce que nous avons fait, c'est vraiment de fournir aux femmes l'appui nécessaire pour monter des dossiers, pour accéder à des subventions, des prêts à faible taux d'intérêt et également accéder à des concours pour les aider à démarrer ou développer leur entreprise. L'autre programme que nous avons eu, c'est le Cercle des millionnaires. C'est une initiative qui vise à inspirer et outiller les entrepreneurs pour atteindre des niveaux de revenus élevés et une croissance significative. Donc, le défi qu'on donnait à à nos entrepreneurs dans ce programme accélérateur, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 1 million de dollars au plus à travers les activités qu'on a eues dans le cadre de ce programme. On a eu évidemment des ateliers sur la prise de décision stratégique, la croissance. C'était important de les aider à développer justement cette mentalité de croissance et à surmonter les barrières psychologiques liées à l'entrepreneuriat des programmes de croissance, des programmes de formation sur des stratégies de croissance spécifiques, que ce soit sur l'expansion internationale, l'adoption de technologies innovantes, la diversification des produits et services. Et donc, on a ce qui a permis aux entrepreneurs d'explorer de nouvelles opportunités de marché et augmenter leurs revenus. On a offert également du mentorat à ces entrepreneurs à succès. Euh, et donc, des entrepreneurs, et elles ont eu aussi la chance de collaborer avec d'autres entrepreneurs qui ont obtenu des niveaux de revenus élevés et qui ont partagé leur expérience et leurs conseils avec elles. Le Cercle des millionnaires a permis aux entrepreneurs de se connecter avec des leaders d'industrie et des investisseurs potentiels, ouvrant ainsi des portes à des opportunités de financement et de partenariat. Bien, Donc, si, merci.
Tout Donc, ça pour moi. ouais, trop passionné. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Tania. Oui, donc très important aussi ce réseau que l'on crée, puis l'exemplarité que l'on crée à l'intérieur déjà du réseau, ça fait vraiment bien plaisir de l'entendre. Merci, Caroline. Donc, je passais vers Dorothy. Audace au féminin, la stratégie des femmes en entrepreneuriat, ça dit quelque chose pour vous? Ben, écoutez, bonjour tout le monde. Alors, oui, Audace au féminin, on est une organisation qui soutient l'entrepreneuriat féminin des communautés noires. Donc, on est basé principalement au Québec et donc, on a plusieurs programmes qu'on offre. Je dois dire comme ça qu'on a reçu beaucoup de soutien. En fait, le soutien financier nous vient plutôt du PECN qui est le programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Donc, grâce à ce programme-là, ben, on a justement pu renforcer nos programmes existants, que ce soit au niveau de nos cohortes, nos formations de littératie financière, soutenir aussi le Salon international qui accueille à chaque édition plus de 5000 personnes. Et donc, on continue avec ce programme-là qui est spécifiquement pour les communautés noires. Donc, c'est sûr que lorsqu'on regarde le rapport de la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, et c'est sûr qu'on est content de voir les avancées, mais évidemment, on va toujours aussi pousser pour que ces avancées-là puissent s'étendre sur toutes les communautés parce que même dans ce rapport, on montre encore que il y a encore du travail à faire au niveau de l'accès au financement, au niveau du mentorat. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des organisations telles que Audace au féminin dédiées à ces communautés bien spécifiques qui existent. Et nous, on fait partie des 43 organismes qui ont reçu ce financement-là. Et parmi ce nombre, il y en a simplement 6 qui sont dédiés aux femmes et Audace au féminin est le seul au Québec. Donc, c'est juste pour vous dire comment c'est important de soutenir aussi ces organismes de soutien qui sont là pour les gens qui sont sur le terrain, en fait, les entrepreneurs. C'est ça. Puis on a vu évidemment à partir des données un peu autant l'importance de l'approche sectorielle, secteur d'activité, que des profils, encore une fois, quitte à un moment donné, bien sûr, travailler beaucoup sur des paramètres qui sont communs, mais à un moment donné, il faut quand même comprendre les situations pour pouvoir avancer. Merci, merci Dorothy. Euh, Caroline, de votre côté, vous êtes dans un incubateur, n'est-ce pas? Incubateur, accélérateur, peut-être nous le présenter. Puis j'aimerais vraiment beaucoup vous entendre parce que c'est une question qui est souvent soulevée de l'accès aux femmes, aux incubateurs, aux accélérateurs. Puis comme vous avez vu, on est peut-être bon sur des démarrages, mais est-ce qu'on est aussi bon de soutenir la croissance? Et quel pourrait être justement, ou quel rôle avez-vous joué un peu à l'intérieur de toute cette programmation? Merci Tania. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Impact ON, d'abord, c'est une entreprise sociale à but non lucratif. On est basé en Ontario. Peut-être pour dire d'abord et avant tout qu'on utilise l'entrepreneuriat général, la grande porte de l'entrepreneuriat comme levier pour aussi promouvoir tout ce qui est, pour promouvoir, pour développer, pour faire rayonner l'entrepreneuriat à impact ou les entreprises à impact. Puis on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus aujourd'hui, mais que ce soit des coopératives, des entreprises sociales, l'idée c'est de voir plus largement aussi, à savoir le profit et l'impact social, environnemental, écologique, etc. On est la principale organisation du secteur de l'innovation sociale en Ontario. Et donc, on essaie de faire reposer notre travail sur un certain nombre, sur une offre de services un peu étendue. Tania, vous l'avez mentionné, on fait de la formation sous forme de programmes d'incubateurs, d'accélérateurs, par exemple, mais pas seulement. On fait également de la formation en littératie financière, comme Dorothy le mentionnait. C'est quelque chose, c'est vraiment à la base de beaucoup de points économiques, financiers derrière l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat. On fait ça auprès des jeunes et des nouveaux arrivants. On a aussi des cours d'entrepreneuriat 101 pour les jeunes au primaire, les jeunes au secondaire en Ontario, de façon à
aller à leur niveau, mais aussi de développer tout ce qui est les concepts d'entrepreneuriat et de peut-être allumer une flamme, un élan chez eux, chez elles, vers l'entrepreneuriat. Donc voilà, des programmes de formation, mais aussi de l'accompagnement aux entrepreneurs, qu'ils ou qu'elles soient, vous l'avez dit, en démarrage ou en expansion. On a plus de demandes au niveau du démarrage ces temps-ci, mais on travaille aux deux niveaux et effectivement, on rencontre des défis sur l'accompagnement sur la durée. Une fois que la personne a son idée, qu'elle démarre son entreprise, qu'elle se forme, qu'elle va chercher aussi tout un réseau sur lequel s'appuyer. Mais comment est-ce que on fait pour continuer à la soutenir sur le long terme, sur une expansion? Donc, ça prend une offre de programme d'accélérateur qui est différent. Tous nos programmes sont conçus spécialement pour répondre aux besoins de groupe. Donc, on essaie de vraiment s'adapter aux différents groupes avec qui on travaille. On a un public cible qui est majoritairement francophone en Ontario, mais pas uniquement. Et on travaille beaucoup avec les groupes méritant l'équité ou les clientèles sous-valorisées, que ce soit les femmes entrepreneurs, mais pas uniquement. Beaucoup de nouveaux arrivants francophones en Ontario cherchent aussi à s'installer dans une optique d'entrepreneuriat. Euh, et donc, on travaille aussi en partenariat avec Franco Queer, d'essayer d'avoir des programmes de formation, par exemple, qui sont adaptés aux besoins des communautés LGBTQ+2. Donc, c'est vraiment l'idée de s'adapter, de répondre à un besoin spécifique. Et je pense que Tania, vous l'avez dit un petit peu plus tôt, les besoins, par exemple, des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat vont être éventuellement différents des besoins de d'autres groupes. On a présentement un programme d'accompagnement de formation intensive en entrepreneuriat exclusivement pour les femmes en ce moment qui est en cours, qu'on appelle Entre femmes. C'est un type incubateur, mais pas exclusivement. Et on essaie d'offrir un accompagnement, entre autres, sur la durée. Donc, que ce soit des accompagnements individualisés pour vraiment prendre l'entrepreneur en devenir ou l'entrepreneur qui a déjà démarré là où elle est, de lui offrir à la fois un accompagnement plus généralisé si elle en est à ses débuts ou plus spécifique si elle a déjà avancé sur son projet entrepreneurial, etc. Et non seulement par-dessus ça, ben, on essaye aussi de travailler avec elles pour les mettre en réseau. Donc par différents, je pense que c'est Caroline qui en parlait un petit peu plus tôt, par différentes méthodes de réseautage, de les connecter les unes aux autres, mais aussi avec des acteurs de l'écosystème de façon à les rendre plus efficaces, mais aussi de les mettre dans un écosystème de collaboration, qui pourra les accompagner tout au long de l'entreprise, de l'initiative ou du développement du projet entrepreneurial. Donc, par exemple, ce programme-là, c'est un beau programme de 9 mois qui est multiforme, qui essaie de les accompagner de différentes manières et de répondre autant aux besoins d'un groupe, d'une collectivité, mais aussi aux besoins individuels. Eh bien, merci Caroline. On a certainement l'occasion de parler de l'impact, mais aussi comment est-ce que ça répond, encore une fois, aujourd'hui à ce contexte, n'est-ce pas, qui évolue. J'aimerais donner la parole à Ruth. Je suis sûre qu'elle m'en veut un peu parce que parfois je lui dis, je te passe n'est-ce pas, en dernier pour la question, mais certainement c'est parce que quand on parle de Ruth ou quand on s'adresse à Ruth, on sait qu'on voit en elle surtout la représentante de l'accès au marché, donc de cette capacité Mhm. d'approvisionnement qui est cruciale. Et donc, dans l'ordre, ça faisait plus logique de la voir plus vers la fin. On a beaucoup parlé de financement, on a beaucoup parlé d'accompagnement, on a beaucoup parlé donc de toute cette individualisation dans le rapport avec les entrepreneurs, mais rien ne vaut un bon contrat. On l'a beaucoup entendu, c'est pour pouvoir Ouais. vraiment se financer et continuer. Donc, Ruth, Mais merci beaucoup. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis chef de la direction au Réseau des femmes d'affaires du Québec. Je suis là depuis 14 ans et ça fait 14 ans qu'on fait à peu près la même chose, essayer de créer de la richesse directement sur le terrain auprès des femmes en leur donnant accès à des contrats. Alors, je, je, je- Tania, j'ai beaucoup aimé la présentation, puis je trouve que
pour moi, c'est révélateur. Nous, on était dans la stratégie seulement depuis les 3 dernières années. Quoi on n'a jamais changé notre vocation, mais on est entré dans la stratégie juste il y a 3 ans. Et je trouve on a fait des progrès, bien entendu, mais un des progrès, je trouve, qui était extrêmement intéressant, c'est de voir la beauté de réunir la recherche, le financement, l'accès au marché et l'accompagnement tout ensemble pour toutes les communautés sous-représentées. Puis ça, je trouve que ça a été un des plus gros in parce que ça nous a permis, avec la recherche, de pouvoir cibler, de pouvoir pointer là où le besoin réel des femmes était. Fait que je trouve que ça nous a permis de sauver du temps puis d'aller au but là où on devait être. Nous, dans les 3 dernières années, quand on est arrivé à bord, on avait une stratégie, un projet existant qui nous a permis de le reproduire dans tout le reste du Canada, puis de former un projet qui était vraiment quelque chose de... Moi, mon rêve, là, c'était de créer quelque chose qui était collectif avec les organisations canadiennes, un projet qui réunit nos clientèles puis qui nous permet de faire gagner toute la clientèle qu'on est en train de servir. Sauf que ça nous a permis, nous, de penser autrement, hein, en rapprochant les organisations canadiennes, puis ça nous a permis de faire mailler beaucoup plus facilement. On parle de réseautage depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est en sortant un peu de nos isolements qu'on est capable de créer des communautés qui deviennent de plus en plus grandes. Alors, nous, la phase justement de ces 3 dernières années, on a créé un outil que peut-être vous connaissez qui s'appelle Maya, dont la phase 1 est terminée, puisque ça a été vraiment d'amener sur cette plateforme-là, sur cet outil-là, les grandes entreprises et les femmes entrepreneurs pour être capable que les grandes entreprises déposent des contrats et que les femmes déjà appliquent. Euh, on a des résultats qui commencent à être intéressants. C'est sûr que c'est pas du résultat de demain matin parce que la période actuelle, on est en train de bien populer la plateforme pour être capable de bien la faire performer. Mais ça a aussi permis de rejoindre deux clientèles qui étaient les grandes entreprises et les femmes entrepreneurs. Un, de bien faire comprendre l'importance de l'achat responsable auprès des grandes entreprises via toutes sortes de formations qui sont en ligne que les gens peuvent prendre un peu à leur guise et de bien faire comprendre aux femmes entrepreneurs comment vendre leurs produits et services aux grandes entreprises. Alors, je trouve que ça vient compléter un peu l'offre qu'on entend autour de la table. Puis c'est quelque chose qui nous permet, nous, de rester dans une ligne unique et de dire, les femmes, la majorité, ont des petites entreprises et des petites entreprises n'ont pas un directeur des ventes pour être à leur service toute la journée. Je ne suis pas en train de dire qu'on est à leur service toute la journée, mais je suis en train de dire qu'on est là pour vraiment les aider à développer, aller frapper à des portes qui n'iraient pas normalement frapper. Alors, on parle un peu la difficulté d'amener les femmes ou de les faire grandir un peu plus. Il y a énormément, moi je me plais tout le temps à dire ce que Serge Beauchemin dit souvent au Québec, il y a beaucoup de start, mais on a beaucoup de start, mais on oublie le up. Tu sais, rendu au up, on dirait qu'on a de la misère à avoir du soutien pour donner ce petit coup de pouce-là. Puis je pense qu'on est quand même plusieurs organisations autour de la table à être conscients que même si l'aide ou le soutien gouvernemental n'est pas toujours là, on en a quand même fait le cœur de notre mission. Alors nous, ça nous permet d'amener des contrats importants puis de faciliter. La stratégie a permis, je pense, de faciliter, hein, Géraldine le disait tantôt avec leur programme, l'argent qui s'est mis à la disposition des femmes et l'accès à des marchés publics qui est encore difficile, je dirais, si on a quelque chose à améliorer, c'est peut-être la facilité d'amener les femmes dans les marchés publics, mais à tout le moins, sur le marché canadien, dans le privé, on a une belle évolution dans cette matière-là. Oui, absolument. Merci, Ruth. On le voit vraiment, la question de la croissance, surtout avec la Mm. transition numérique, l'importance de l'investissement. C'est sûr que c'est très difficile pour des entreprises de très petite taille. Puis la croissance aujourd'hui passe aussi par justement ces transitions. Donc, merci. Puis encore une fois, l'accès au marché. Puis cette idée de justement travailler plus ensemble. D'ailleurs, on l'a vu, on l'a constaté. Puis certainement, ça va devoir, c'est à continuer. Ma deuxième question pour vous, bien entendu, on ne peut pas faire abstraction du contexte actuel.
Clairement, on était dans une conjoncture où on essayait de se sortir de la COVID, parce que vous comprenez, la stratégie a commencé à peine un an plus tard, on était en plein dans la COVID. Il a fallu gérer donc les retombées de la COVID, puis la difficulté que cela a amené aux entrepreneurs. On en sort à peine, on a connu les périodes d'inflation, de difficultés, les montées des taux, et ça devenait vraiment les coûts qui devenaient très importants pour les entrepreneurs. On voyait arriver cette période de stabilité et là arrive évidemment notre voisin américain qui un peu a décidé de nous rendre la vie un peu plus difficile. Or, on arrive aussi dans un contexte quand même où, comme vous l'avez vu, les femmes sont en train de s'investir dans des secteurs dans lesquels elles s'investissaient moins. La construction, l'agriculture, toujours bien entendu le commerce du détail, mais aussi le commerce de gros, les services techniques, etc. Donc, on voyait vraiment cette lancée. Est-ce que le contexte actuel vous inquiète? Est-ce que vous le voyez, vous êtes sur le terrain, vous êtes avec les entrepreneurs, donc juste un peu les risques que vous voyez, pour vous les risques les plus importants que vous voyez apparaître, et me dire si vous trouvez que vous êtes outillé ou s'il y a encore peut-être certaines choses, certains éléments sur lesquels il va falloir encore plus travailler. Et donc, je commencerai tout de suite, je vous redonnerai la parole, Caroline, pour commencer là-dessus. Oui, merci. Absolument, ce contexte nous inquiète et les risques et difficultés que nous pouvons anticiper sont évidemment des perturbations des chaînes d'approvisionnement, la hausse, les hausses tarifaires et les tensions commerciales peuvent entraîner que ce soit des retards de livraison, une augmentation des coûts des intrants et une pénurie de matières premières. Et les entrepreneurs dans le secteur de la fabrication, de l'agriculture et du commerce du détail sont particulièrement touchés. L'accès au financement, n'est-ce pas? Ça va être aussi un défi. La hausse des taux d'intérêt rend les prêts plus coûteux, limitant l'accès au capital pour les entrepreneurs. Surtout les entrepreneurs issus de groupes marginalisés qui ont déjà plus de difficultés à obtenir du financement. Transition numérique, l'adoption de technologies numériques et de l'intelligence artificielle est essentielle pour justement rester compétitif, mais de nombreuses entrepreneurs manquent de compétences, de ressources et de ressources pour effectuer cette transition. Les entrepreneurs dans des secteurs traditionnels tels que le service peuvent avoir du mal à intégrer ces technologies. L'isolement, le manque de réseau, ça reste aussi un défi, en particulier pour les femmes immigrantes et celles qui vivent en région éloignée. L'exigence de durabilité aussi. Les entrepreneurs dans les secteurs de l'agriculture, de la technologie propre doivent naviguer dans un paysage réglementaire complexe. Ce que nous, Homofif, nous faisons, ce qui pourrait aider les entrepreneurs à faire face à ces défis sont évidemment des formations sur la gestion de crise, offrir aux entrepreneurs des ateliers pour les aider à diversifier leur chaîne d'approvisionnement et à identifier des fournisseurs locaux ou alternatifs. Des formations qui pourraient inclure cette stratégie peuvent les aider à anticiper ces perturbations et réduire les coûts. Évidemment, réseauter avec des fournisseurs locaux. Donc, nous organisons des événements pour connecter les entrepreneurs avec les fournisseurs locaux parce qu'il est essentiel en ce moment de réduire la dépendance aux importations. L'accès au financement, donc on continue à accompagner les entrepreneurs, à les aider à préparer des demandes de financement convaincantes pour les banques et les investisseurs potentiels. D'autres formations qui peuvent aider les entrepreneurs en ce moment, c'est des formations en technologie numérique et l'intelligence artificielle, donc offrir des ateliers. Nous offrons au MOFIF des ateliers, des webinaires sur l'adoption des technologies numériques. Très bien. Donc, il y a plusieurs Il programmes y a qui sont déjà plusieurs en place et que vous programmes. allez redédier, mais avec un peu l'angle. Exactement, Très bien. exactement. Donc, Merci.
Je m'arrête là. Oui, je vais reprendre Je juste parce que le temps file un peu, donc file. je vais Parfait. avoir le temps. Mais je comprends encore une fois qu'il y a déjà plusieurs programmes qui ont été mis en place. Donc, l'idée, c'est de voir si ces programmes vont pouvoir couvrir, mais vous avez vraiment euh, très bien énuméré plusieurs et des enjeux qui sont très importants qui se posent à nous. Caroline, donc de votre côté, donc pour rester un peu en Ontario, comment est-ce que vous voyez, donc encore une fois, je trouve que Caroline a pris la peine de vraiment nous énoncer bien les enjeux, donc peut-être éviter de revenir s'il y en a plus qui sont dans votre secteur, notamment dans l'économie, n'est-ce pas, plus sociale. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez apparaître? Et encore une fois, est-ce que vous ajustez vos services ou votre accompagnement pour faire face à cette crise? Oui, merci Tania. Oui, effectivement, Caroline avait bien couvert les défis. On avait quelque chose d'assez similaire. Et ça me permet de rentrer dans cette discussion qui est comment est-ce que on utilise justement ce contexte économique actuel, les bouleversements, et on transforme les défis majeurs auxquels les entrepreneurs font face en des opportunités stratégiques notamment. Et là, je reviens vers mon sujet de prédilection, mais notamment pour ceux et celles qui sont ouverts à adopter un modèle d'affaires à impact ou un modèle d'affaires durable, que ce soit des entrepreneurs qui débutent et qui sont vraiment en réflexion autour de, de leurs idées, mais aussi ceux qui ont pu, on parlait d'accélérateur, mais qui ont déjà commencé et qui font, OK, ben peut-être que c'est un bon moment en ce moment pour prendre du recul après avoir fait un peu de gestion de crise, Caroline le mentionnait, parce qu'il y a deux étapes dans tout ça, mais de s'assurer que, voilà, les feux je veux pas dire éteints parce que c'est trop optimiste, mais qui sont on s'attaque au feu, mais on pense aussi à plus long terme à un modèle d'affaires qui est peut-être différent. Et on pense que dans la recherche de solutions à cette situation, l'entrepreneuriat à impact fait partie des solutions à considérer. Si on prend par exemple l'exemple des hausses tarifaires potentielles entre le Canada et les États-Unis, ben, inévitablement, ça risque d'augmenter les coûts d'importation, de fragilité des PME. Donc, ce qu'on fait dans nos accompagnements, depuis toujours, mais de façon beaucoup plus intensive, vous pouvez vous en douter, ces derniers temps, ben, c'est d'avoir ces discussions-là avec les entrepreneurs en devenir, pour repenser leur modèle, d'essayer de l'ancrer dans quelque chose, dans des bases qui sont plus durables, de façon à mieux s'adapter. Parce que si on est ancré différemment, on a une capacité de résilience, d'adaptation qui éventuellement peut augmenter, qui peut être améliorée. Et dans le cas que je donnais par rapport aux hausses tarifaires, ben, c'est vraiment de réduire la dépendance par rapport à des chaînes d'approvisionnement traditionnelles, de peut-être considérer beaucoup plus l'économie circulaire, les chaînes d'approvisionnement plus responsables. Et ça, parce qu'il y a un essor autour de ça, ben, ça nous permet d'avoir ces discussions-là et ça permet aux entrepreneurs de potentiellement trouver des solutions qui vont limiter, qui vont pas enlever tous les risques, mais qui vont limiter les risques qui sont liés aux fluctuations du marché, internationaux. Donc, vous l'avez dit, je pense un peu plus tôt, l'innovation, c'est pas seulement technologique, mais c'est aussi la capacité de diversifier nos modes de travail. Mais c'est vraiment dans cette optique-là qu'on essaie de le travailler de façon à penser peut-être à plus long terme. Ou encore, par exemple, à miser sur une économie de collaboration, si je peux dire, c'est-à-dire d'aider les entrepreneurs en devenir, à penser à des partenariats stratégiques, à développer, par exemple, peut-être à penser au niveau coopératif, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de changer la mentalité, puis de mutualiser les ressources, de créer des alternatives aux importations, de penser autrement pour pouvoir, à long terme, pouvoir s'adapter d'avoir un modèle qui est plus attractif, qui est plus résilient, mais aussi ça devient un avantage concurrentiel que de penser à l'entrepreneuriat à impact puis l'entrepreneuriat durable. On est C'est-à-dire, vraiment dans le penser autrement, dans des modèles, encore une fois, d'inspiration de l'économie sociale qui peuvent ici vraiment agir comme, encore une fois, une bonne stratégie de compétitivité. Absolument. Très bien. Excusez-moi, je vous ai interrompu si vous aviez même. Merci, merci Caroline. pas de souci, Tania.
Géraldine, de votre côté, je sais que Evol, encore une fois, voit très bien ce qui s'en vient, a déjà un très bon son de cloche de la part des personnes, donc des entrepreneurs avec lesquels vous travaillez. Oui, alors pour répondre à la question, oui, nous sommes inquiets, nous sommes inquiètes. On a mesuré en fait l'impact sur nos entreprises. On a croisé des données avec un sondage de la FCEI, ok, avec les statistiques de notre portefeuille, et on est arrivé en fait à la statistique suivante que un tiers de notre portefeuille pourrait être affecté significativement par l'imposition des tarifs douaniers, donc des coûts plus élevés ou un ralentissement de la demande. Et là, je mets en garde tous les acteurs économiques, les politiciens aussi, là, de faire un raisonnement un peu rapide qui dit, ah, les petites entreprises, elles sont pas affectées parce qu'elles n'exportent pas. Tu sais, on pourrait avoir ce raisonnement-là. Attention, attention. C'est pas parce que t'es petit, t'exportes pas que t'es pas affecté. On sait que les intrants, évidemment, les coûts des intrants peuvent augmenter, évidemment. Puis après, c'est tout le ralentissement de la demande en général parce que les gens dépensent moins, etc., qui fait que les petites entreprises sont également affectées. Donc là, quand je vous dis que moi, qu'un tiers du portefeuille serait significativement affecté, euh, il y a plus de 50% du portefeuille qui serait affecté, pas juste significativement. Donc, c'est quand même majeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on se retrousse les manches et on cherche des solutions. C'est sûr que les marchés étrangers, pour certains, certaines, c'est une solution, mais pour d'autres, il faut trouver autre chose. Donc, le local, il faut s'y pencher sérieusement. Il faut pas que ça soit quelque chose d'éphémère. On l'a vu pendant la pandémie, là, puis après, hop, le local est reparti. Travailler sur les plateformes de maillage, en effet, local, comme Ruth le mentionnait, je pense que c'est capital. Et en termes d'expertise aussi, je me rends compte, parce qu'on fait des sondages réguliers, que les entrepreneurs chez nous ont des lacunes en tout ce qui est finance, comptabilité, droit, et on a vraiment besoin de développer ces expertises, ces compétences, surtout dans des contextes là où on repense notre modèle d'affaires. Je vous donne un exemple concret, là, calculer son prix de revient, son coût de revient, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Donc, il faut aller chercher ces expertises techniques-là pour soutenir en fait nos entreprises. Et enfin, innovation, innovation, innovation. Puis là, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a aussi en effet le développement durable. Un peu comme disait Caroline, nous aussi, on est très tourné vers tous les modèles, par exemple, d'économie circulaire, où tu utilises les intrants, les extrants de ton voisin pour t'en servir comme intrant. Ben, ça aussi, c'est localement, c'est quand même super intéressant. Puis il y a une vision long terme qui est quand même intéressante. Donc voilà en quelques mots, et c'est certain qu'il y a plein de possibilités là pour les gouvernements de continuer à soutenir l'écosystème et à voir ça comme des opportunités aussi, et pas seulement comme des défis. Ouais, absolument, vraiment c'est très intéressant et très important ce que tu disais, Géraldine, sur justement, par exemple, de dire, oh, PME n'exporte pas. Donc, cette lentille qu'on applique justement dans la compréhension de la dynamique des entreprises de toute taille, sachant encore une fois que notre base économique est constituée de ces PME où se fait l'essentiel de la création d'emplois. Ruth, je pense qu'on n'a jamais autant parlé d'achat local. Enfin, la COVID, ça a pris. Puis après, bon, vous savez, Oui. on l'oublie. Il y a les marchés publics. Puis on sait que les femmes, les entreprises dirigées par des femmes ont à peine 10%. Donc, bon, Mhm. on en parle, c'est très bien. Mais là, ça devient le nerf de la guerre aussi. Donc, comment Ouais. faire en sorte vraiment un peu pour brasser les choses, là, pour secouer le système? Hey, honnêtement, j'entends toutes les conversations, j'aurais envie quasiment de partir par là, tellement que je trouve qu'il y a des choses à dire, puis qu'il y a c'est vrai qu'il y a un vent d'incertitude. Puis tantôt, tu me disais aussi, Géraldine, euh, euh, quand je fais, depuis que c'est annoncé, que je suis en conférence, puis je demande aux gens de lever la main quand ça les impacte directement. Directement, c'est vrai qu'il y a peu de femmes, mais indirectement, à peu près le trois quarts des salles sont touchées d'une façon ou d'une autre. Nous, c'était 62% dans un sondage des femmes qui ont dit il y avait l'impression qu'elles allaient vraiment être touchées par ce qui se passait dans le moment. Nous, ce qui nous touche le plus, parce que depuis 14 ans qu'on est sur les programmes d'inclusion ou d'achat inclusif,
qui nous touche le plus, c'est vraiment l'abolition des programmes de DEI aux États-Unis. Maintenant, ma grande consolation, c'est que moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que on allait démêler les adultes des enfants d'école dans le sens que on allait être capable de déterminer quelles étaient les organisations qui faisaient ça parce que c'était une valeur intégrée dans leurs organisations ou celles qui disaient, moi, c'est un projet, puis un projet pour moi, c'est un début, puis ça a une fin. Alors, c'est un peu ça qu'on est en train de démontrer. Mais la beauté, ce que je vis depuis une couple de semaines, c'est de voir les organisations aux États-Unis qui ont abandonné leurs programmes parce que le gouvernement les force à abandonner les programmes sous peine d'amende. C'est qu'au Canada, les gens ne sont pas obligés d'emboîter le pas de leur maison mère aux États-Unis. Ça, je trouve ça extrêmement rassurant parce que moi, depuis que c'est annoncé qu'on court partout pour voir un peu c'est quoi la réaction des gens. Et à ma grande satisfaction, c'est que même si une entreprise, sa maison mère a abandonné aux États-Unis, c'est pas nécessairement le cas aux États-Unis, puis on parle de grandes entreprises. Alors ça, je trouve ça encourageant. Maintenant, on le dit, on a beaucoup de femmes qui sont dans le service. Alors nous, avec notre Maya, ce que je trouve intéressant, c'est que ça amène l'opportunité chez nous. Parce que quand je parle aux gens, je dis toujours, on peut pas parler du pouvoir des autres, mais on peut parler du nôtre. Alors, c'est quoi le pouvoir qu'on va se donner dans une situation comme ça? C'est vraiment, on a des moyens qui sont exceptionnels. Moi, quand je parle tantôt, je disais qu'on a fait un projet qui était collectif avec toutes les provinces. C'est que quand on s'est aperçu, tout le monde ensemble, que nos femmes avaient besoin de travailler de concert pour être capables de faire une différence dans cette guerre-là, c'est que toutes mes consoeurs dans l'Ouest et dans le reste du Canada ont dit, nous, Ruth, on va se servir de Maya pour amener toutes nos femmes-là. Ce que ça change au point de vue de Donne, c'est que dans un an, on devait se ramasser peut-être 2000 femmes sur la plateforme à faire des affaires avec 100 grandes entreprises. Là, c'est qu'on se ramasse avec un pilier où tu as 10-15 000 femmes qui vont se ramasser ensemble et qui vont être capables de faire de la business et de faire une différence. Une des particularités aussi, puis qui est aussi un avantage pour nous, qui est souvent un désavantage dans le reste de notre vie, c'est que 80% de nos femmes sont dans le service. Alors, en étant dans le service, les barrières qu'on peut connaître interprovincialement deviennent un peu désuètes parce que dans le service, c'est beaucoup moins présent. Alors, on est doublement avantagé de profiter de ces situations-là. Alors, moi, ce que je persiste à dire au gouvernement, c'est que dans des situations comme ça, on peut vraiment essayer d'aider les individus individuellement, mais en aidant les organisations comme les nôtres, on va chacune en aider 500, puis ça va commencer à faire beaucoup de monde à aider autour de la table d'une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus concrète. Alors moi, ce que je vois, c'est que je me dis, dans un an, dans 18 mois, on dira de cette situation, ça nous a permis de nous découvrir, ça nous a permis de nous approprier notre pouvoir et de faire en sorte que on va décider de notre propre destinée sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Oui. Moi, je pourrais vous en parler longtemps, mais quand je parle là-dessus. Non, merci, merci Ruth. Et justement, pendant justement que tu parlais, tu m'as rappelé que j'ai peut-être oublié de mentionner quand même que les femmes possèdent 85%, 80, entre 80 et 85% des décisions en matière de consommation, Mhm. donc sont généralement prises par des femmes, sont toute une capacité d'influence, puis toute une capacité de faire des choix auprès de qui est-ce qu'on va acheter et auprès de qui, avec quelles entreprises, n'est-ce pas, on va faire affaire. Dorothy, Tania, je vais juste faire un peu de pouce parce que tantôt, Géraldine a amené le point de l'achat local pendant la pandémie qui s'est un petit peu effrité. Mais moi, je trouve que le acheton canadien, là, prend une allure qui est plus forte qu'un peu l'effet de l'achat local. Je le ouais, sens tellement, tellement. On le sent à l'épicerie, on le sent partout. Tout le monde regarde qu'est-ce qu'il achète. Tu veux pas que ça vienne des États-Unis. Alors, je trouve que c'est un peu la continuité de l'achat local, mais je trouve que le acheton canadien, là, prend une dimension qu'on n'aurait pas pensée. Puis, je pense que ça va durer dans le temps beaucoup plus longtemps.
Très bien, merci, merci Ruth. Dorothy, absolument. Dorothy, je t'ai fait attendre là, mais Non, non, je vais ça te va. donner la deuxième et la troisième question pour commencer. Donc, Dorothy, je sais, avec le Salon international de la femme noire, avec le fait de représenter tant de femmes noires, aussi de femmes qui sont immigrantes, et on sait que des femmes immigrantes vont exporter davantage, qu'il y a donc toute une diaspora, et on a travaillé ensemble un peu là-dessus. Et je sais aussi que tu fais des missions, que tu reviens de missions. J'aimerais peut-être plus orienter la question sur cette capacité que l'on va pouvoir développer et comment mieux la développer, puisqu'il va falloir à un moment donné s'investir dans des marchés qui sont différents, donc des marchés autres évidemment que le marché américain. Oui, ben oui, tout à fait, comme tu le mentionnes. Je sais que Géraldine en a un peu parlé de l'exportation, mais effectivement, nos entrepreneurs, on sait que les entrepreneurs noirs, au moins 57% d'entre eux exportent dans leur pays d'origine. Donc, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Je pense que ça va tout simplement se développer, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un intérêt aussi beaucoup plus grandissant des autres entrepreneurs qui sont intéressés à ces marchés qui ne sont pas de leur pays d'origine. Donc, étant donné qu'on parle des communautés noires, donc beaucoup des communautés antillaises ou bien d'Haïti ben, s'intéressent de plus en plus au marché africain, où on va retrouver aussi certains produits de base pour la transformation locale. Donc, il y a cet intérêt-là qui est là, mais aussi ce que j'aimerais revenir avec cette question que tu posais, c'est que c'est vrai qu'on regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, mais moi, je regarde aussi ce qui se passe ici au Canada. Puis on parle de la COVID, puis rappelons-nous que dans la COVID, quand il y a eu la COVID, on parlait du she-cession. Donc, c'est-à-dire que l'économie avait beaucoup été impactée. En fait, les victimes ont été beaucoup les femmes. Et là, présentement, quand je regarde avec le nouveau gouvernement, bien, ça me rassure d'entendre la ministre Brière dire comme ça que la condition des femmes est toujours présente, mais n'empêche que ce retrait, ainsi que le retrait aussi du ministère de la petite entreprise, mais ça envoie quand même un signal aux entrepreneurs et surtout ces entreprises-là sont beaucoup détenues par des femmes, que ce soit des petites entreprises, mais encore plus par les personnes racisées. Donc, ça a un impact fort, ça envoie un message et on se dit, écoute, donc qui va venir parler pour nous? Quelles sont les politiques qui vont être adaptées pour soutenir ces organisations, pour soutenir ces entrepreneurs qui sont encore déjà marginalisés? C'est vrai qu'on parle beaucoup de résilience, c'est quelque chose qui est en nous, entre vous et moi, là, entre nous, là, dans les communautés noires. Une tempête, on en a déjà bravé, ça ne serait pas la première ni la dernière. Donc, on réussit toujours à se relever. Mais n'empêche que dans le débat politique, on veut faire partie de la solution et non être exclu. Donc, je pense qu'il y a déjà un message très fort à faire, c'est-à-dire de voir de quelle manière on peut réavoir ou rétablir ce ministère de la femme et aussi d'avoir une place importante pour le ministère de la petite entreprise qui jouait un rôle important, c'est-à-dire entre ce pont-là, entre nous et le gouvernement. Donc, je pense qu'il faut regarder cela. Et ce qui se passe aux États-Unis, mais on sait toujours, hein, chaque crise amène toujours des opportunités. Donc, c'est sûr et certain qu'on va évidemment passer à travers cette crise. Oui, ça a un impact, mais il y a d'autres opportunités qui se présentent pour nous. Et visiblement, ben, comme tu le mentionnais, j'arrive d'Afrique et le marché est très, 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 très intéressant. Je pense que on l'a toujours dit, l'avenir, c'est l'Afrique. Donc, j'invite tout le monde d'y aller, d'aller découvrir ce beau continent. Dorothy, tu as fait le pont avec cette dernière question. Il nous reste vraiment 3 minutes. Il y a aussi une question peut-être à laquelle on va vouloir peut-être répondre rapidement. Donc vraiment très, très vite. J'aimerais beaucoup vous entendre sur, OK, là, on est dans un contexte marqué par le protectionnisme, mais quand même, notre gouvernement est autant, on parle beaucoup ici du fédéral parce que le WEC est financé, mais il y a eu des investissements au niveau provincial, au niveau municipal, sur des questions entrepreneuriales autour des femmes. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits.
Aujourd'hui, et d'ailleurs tu fais le pont un peu avec justement quelques idées importantes. On sait que les programmes sont souvent sur des grandes entreprises et que ensuite les petites entreprises n'y trouvent pas leur compte. Si vous aviez une priorité à envoyer, une idée à envoyer au gouvernement sur une priorité qu'il va falloir financer, sur laquelle il va falloir prendre un engagement, ce serait quoi? Donc, je vais aller vraiment une priorité par personne pour pouvoir un peu terminer là-dessus à temps et vraiment pouvoir remercier. Donc, Dorothy, je sais que tu as parlé beaucoup de la structure autour du ministère. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Écoute, une priorité, j'ai eu des discussions justement avec Service d'approvisionnement Canada. Et évidemment, Ruth le sait, les chaînes d'approvisionnement, pour une femme, c'est un levier pour son entreprise. Et malheureusement, on n'a pas encore de chiffres pour nous dire combien de personnes issues de certaines communautés font partie de certaines chaînes Ah, d'approvisionnement. les Donc, données. les données, Les pour moi, ça, données. c'est important et faire en sorte que les programmes soient vraiment très inclusifs et faire en sorte que on a au moins un certain pourcentage qui reflète la population de ces communautés marginalisées Très au bien. niveau des différentes chaînes d'approvisionnement. Merci, Dorothée. Puis moi, j'ajouterais à faire des études d'impact. Très bien. Ruth, Ruth, tu as droit à une priorité là. Oh, je ne sais pas ce que je la mettrais. Moi, je la mettrais, là, moi, je trouve qu'à cette période-là, le gouvernement n'arrête pas de dire, tous nos gouvernements se disent pauvres, OK? On est endetté, on le sait. Mais je suis pas convaincue que c'est en coupant auprès de nos organisations, par exemple, qu'on va être plus riche parce que je trouve que c'est le moment d'investir dans tes communautés qui sont là pour faire lever l'ensemble de ta communauté. Fait que moi, si j'avais une recommandation à faire, c'est servez-vous de nous pour qu'on puisse faire grandir les communautés de concert, qu'on dessert. C'est Ouais. ça que je dirais. Merci, Je ne vais Ruth. pas prêcher pour ma paroisse parce que je prêche toutes les organisations qui apportent vraiment quelque chose sur le terrain pour faire grandir des entreprises qui appartiennent à des femmes. Ah ouais, c'est bien dit. Merci, Ruth. Caroline. Ben, inévitablement, j'irai un petit peu dans le même sens, mais je le présenterais de briser l'isolement entrepreneurial d'une certaine façon, de trouver tous les moyens pour le faire, que ce soit par justement soutenir le développement d'organisations comme les nôtres, qui sont spécifiquement dédiées à l'appui aux entrepreneurs, mais aussi de trouver tous les moyens possibles pour favoriser l'intégration des femmes entrepreneurs qui sont intéressées dans des industries qui sont encore des secteurs qui sont encore très masculins, et de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec ces femmes-là à tous les égards pour briser l'isolement entrepreneurial, leur donner, je pense que c'est la ministre qui disait, je reprends les trois ou les quatre A. Moi, j'ai réussi à noter trois, mais ambition, audace et action. Ben, pour justement leur permettre de prendre leur envol à ce niveau-là, il faut les aider à sortir de cet isolement entrepreneurial puis de cette mouvance où est-ce qu'on ne sait pas toujours par où commencer. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Caroline, vraiment, en quelques mots, une priorité qui vous tient à cœur. C'est vraiment difficile d'en choisir une, j'avoue. Peut-être que je dirais qu'il nous faut des programmes qui continuent qui nous aident à continuer à réduire les inégalités structurelles, donc des programmes qui permettent de soutenir les groupes marginalisés, que ce soit les femmes immigrantes, les femmes racisées, qui font face à des obstacles systémiques spécifiques et aussi à un accès limité au financement, réseau professionnel et marché, de Très bien. continuer à avoir des programmes qui nous permettent de travailler avec ces groupes-là. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Géraldine, le mot de la fin. Oui, merci Tania. Euh, j'ai envie de dire accès aux capitaux et consolider de la même manière ce qui a fonctionné. Ne pas réinventer aussi la roue. Il y a des choses qui ont fonctionné. Faut poursuivre dans la même veine parce que reprendre des nouveaux programmes, des nouveaux projets, ben, c'est encore un autre investissement. Donc évidemment, financement, accès aux capitaux, là je prêche un peu pour ma paroisse, mais on sait que c'est aussi le nerf de la guerre. Ça prend aussi, c'est un des nerfs de la guerre. Ça prend du financement pour financer les projets, puis ça prend un accès aux capitaux à un coût abordable. OK? On peut pas aussi nuire à nos entrepreneurs avec des taux d'intérêt trop élevés. Là, on les aide pas. Donc il faut des bonnes conditions, des garanties assez souples pour pouvoir aider concrètement nos entrepreneurs. Très bien.
Avant de vous remercier, mesdames, je voudrais juste saluer Madame Senaji qui nous a écrit juste une question. Puis je pense qu'elle a anticipé la deuxième et la troisième question que je vous posais. Donc c'est vrai qu'on a fait face à de l'adversité du côté des États-Unis, mais je pense qu'on peut au Canada garantir aux femmes entrepreneurs un accès équitable si on le veut. Aujourd'hui, on va se distinguer par le fait de se tenir bien debout justement, puis de ne pas pliés sous ces déterminations ou ces politiques ou ces retraits, en tout cas, de questions qui font pas de sens. Nous avons une structure économique qui est différente, puis on a besoin du potentiel de tous et chacun. Puis je pense que des actions très concrètes ont été amenées donc par les panélistes, puis on voit axé sur des données probantes un peu ce qu'il est aussi en mesure de faire. Mesdames, merci. Merci de vous être prêtées à l'exercice. Merci d'avoir vraiment pris le temps de répondre à toutes ces questions, de commenter aussi l'état de l'entrepreneuriat féminin en 2025. J'aimerais prendre le temps de remercier toute l'équipe du Diversity Institute et du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, particulièrement Peggy Harvey et Marion Franquian et également Kyle qui nous ont beaucoup aidés au niveau de la logistique, de l'organisation, puis de la préparation de cet événement. Vraiment, un grand merci. Au plaisir de vous retrouver peut-être en 2026 avec des données encore plus intéressantes, puis d'avoir réussi d'aller encore plus loin. On a besoin de toutes et de tous pour faire de ce monde un monde meilleur. Et encore une fois, merci de votre participation. Merci de nombreuses personnes qui ont été au rendez-vous aujourd'hui. Et encore une fois, merci à la ministre qui, à pied levé, a bien voulu participer et nous ouvrir cet événement aujourd'hui. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à toi, Tania. Merci. Merci Tania. Merci. Merci à vous tous.